أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Les bases de l'héritage islamique selon l'avis juridique de Sayyid Sistani, cours numéro 3. Alors, concernant ces cours, on avait annoncé un plan. Dans le plan, il y avait une introduction et deux parties. La première partie, c'était le testament, et la seconde partie, l'héritage. Donc, nous avons déjà vu l'introduction. Le testament, c'était durant le cours d'hier. Aujourd'hui et demain, nous allons aborder la deuxième partie, la question de l'héritage, dont les sous-titres sont alors les degrés des héritiers ou les degrés successoraux, la part des héritiers, exemple pratique, conseil pratique et exercice. Alors pour aujourd'hui, on va aborder le premier point. On aura un exercice et ensuite, si on a le temps, Inch'Allah, on va aborder le second point afin de bien terminer le cours demain soir, Inch'Allah. Alors, on va quand même faire un rappel de ce que l'on a déjà vu jusqu'à maintenant, durant les cours 1 et 2. Donc, lors du premier cours, on a vu l'introduction. Dans l'introduction, on avait répondu à la question « Pourquoi ce cours ?» et on avait surtout parlé de la cohésion familiale et des différentes sources de conflits qui pouvaient avoir lieu à l'intérieur d'une famille dû au problème de testament et d'héritage. Ensuite, on avait vu le point sur le droit et la loi islamique, son importance, des versets coraniques et surtout le rapport et la relation entre la loi islamique et la loi républicaine. On avait enfin, de l'introduction, vu la notion de propriété et on avait insisté sur son importance et qu'il était important de déterminer qui était propriétaire de quel bien, surtout entre les couples et entre parents et enfants. Dans le cours d'hier, donc, on a vu le testament. On a tout d'abord commencé, on avait d'abord commencé par citer certains hadiths qui nous incitaient à faire et à écrire un testament ou à laisser un testament. On avait vu aussi les deux types de testaments qui étaient soit léguer les biens ou soit la prescription d'une action. On avait vu quand est-ce que le testament était obligatoire. Et en fin de cours, on avait montré un exemple pratique et surtout, on avait partagé un document, c'était un testament que chacun pouvait remplir ou même quelque part devait remplir dans le cadre de ses cours. Et voilà, donc le document vous a été transmis, il est disponible aussi sur le site internet inour.fr. J'espère que vous allez le remplir. Je ne vais pas vous demander le testament, ça va être votre testament, ça vous concerne, ça ne me concerne pas. Mais le but justement de ces cours était que, au bout de ces cours, au moins on ait pu comprendre comment écrire un testament, quels étaient les mécanismes entre le testament et l'héritage, déjà la différence entre testament et héritage, parce que certains confondent les deux principes, les deux notions. Et donc, le but, c'était qu'à la fin de ces cours, au moins, on a pu écrire notre propre testament. Demain, je vais vous demander si vous l'avez écrit ou pas. Alors, aujourd'hui, on va aborder la question de l'héritage. Premier point concernant l'héritage, ce sont les degrés des héritiers. Donc, soyez attentifs parce que nous aurons besoin de votre concentration. Je vais essayer d'aller lentement parce que vous allez voir plein de noms, plein de générations et il ne faut pas se perdre entre les différents membres de la famille et surtout entre les différentes diapositives que j'ai préparées pour vous. Alors, la première diapo, ça concerne les trois genres d'héritiers. Donc, on a trois types, trois sortes d'héritiers. On a le défunt. Donc,
Le premier genre d'héritier, c'est le conjoint. Le conjoint, donc soit c'est l'époux ou soit c'est l'épouse. Hier, on avait précisé que ici, il s'agit de l'époux ou de l'épouse dû au nikah. D'accord? Lorsque la personne a contracté un nikah, un mariage permanent, à ce moment-là, il y aura partage de l'héritage et transfert des biens à travers l'héritage. Par contre, lorsqu'il y a contrat de mut'a, le mariage temporaire, à ce moment-là, l'époux ou l'épouse ne percevra pas de l'héritage de son conjoint défunt. Deuxième type ou deuxième genre d'héritier, ce sont les membres de la famille. D'accord. Alors, on a trois différents degrés d'héritier. Ça, on va l'expliquer dans le prochain slide, dans la prochaine diapositive. Donc, dans la famille, on va recenser rapidement les différents membres. On a les parents, le père et la mère. On a les enfants. On peut avoir les petits-enfants, des arrière-petits-enfants, etc. Arrière, arrière, arrière-petits-enfants. Qu'Allah vous donne longue vie avec la santé et la foi, et que vous puissiez voir et rencontrer vos arrière-petits-enfants si vous en avez envie. Mais voici donc la lignée concernant le premier degré. Ensuite, on classe les autres membres de la famille encore selon deux autres degrés. Le deuxième degré, on retrouve les grands-parents, les frères et les sœurs. Et ensuite, on a les arrière-grands-parents. Si on remonte, arrière-arrière-grands-parents, etc. En général, c'est rare déjà de voir et de rencontrer les arrière-arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents, déjà, ça commence à... bon, ça arrive, il n'y a pas de souci là-dessus, mais arrière-arrière-grands-parents, c'est rare. Ensuite, du côté des frères et des sœurs, on a leurs enfants qui sont donc les neveux et les nièces du défunt. Et on a encore leurs petits-enfants qui sont donc les petits-neveux et les petites-nièces du défunt. Et on peut encore descendre dans la lignée, etc. Enfin, au niveau du troisième degré des héritiers, on est toujours dans le deuxième genre d'héritier qui est la famille. D'accord? Donc, le premier genre, c'était le conjoint. Le deuxième genre, c'est la famille. À l'intérieur de la famille, on classe les membres en 3 degrés. Dans le troisième degré, on va rencontrer les oncles et les tantes, les cousins et les cousines du défunt, bien entendu, donc qui sont les enfants des oncles et des tantes, et les enfants des cousins et des cousines. Et si on continue dans la lignée, donc on descend, ça va être les petits-enfants des cousins et des cousines. Et si on remonte dans la lignée des oncles et des tantes, on va retrouver les grands-oncles et les grandes-tantes qui sont les frères et les sœurs des grands-parents du défunt. Donc, j'espère que vous avez compris et perçu les différents membres de la famille. Enfin, nous avons un troisième genre d'héritier. Dans le fiqh, dans la jurisprudence, ce troisième genre est beaucoup plus détaillé que ce que l'on a montré ici. D'accord? Mais souvent, dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin de ces détails. Ici, je n'ai ramené que l'imam. D'accord? Et l'imam qui est en occultation, selon notre dogme, le 12e imam, alayhi salam, comme il est en occultation, son représentant, quelque part, ce sont les hakim, les hukama shar'i, les mujtahidin ou les maraja. Donc voilà, on a terminé d'exposer cette diapositive. Vous avez donc les 3 genres d'héritiers. On avance. Donc, on va redisposer tous ces membres. Ils apparaissent. Et là, maintenant, vous voyez de la couleur. Donc, vous avez compris, comme on le voit dans le sous-titre de la diapositive, on est toujours dans les degrés des héritiers.
les degrés d'héritier et la priorité entre les degrés familiaux. Donc, maintenant, on va s'intéresser du deuxième type d'héritier, la famille. Et comme on l'a cité tout à l'heure, on classe les membres de la famille en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le premier degré. Le deuxième groupe, c'est le deuxième degré en bleu, donc le premier groupe en jaune, le deuxième groupe en bleu et le troisième groupe en rouge. Je vous laisse quelques secondes, 30 secondes pour bien assimiler ce tableau. Je n'ai pas envie d'aller rapidement pour que on s'en mêle les pinceaux ensuite. D'accord? Je vous laisse observer. Donc, premier degré, cela veut dire qu'il y aura priorité. D'accord? Comme on a classé les membres de la famille en 3 degrés, le premier degré sera prioritaire sur le second degré qui sera prioritaire sur le troisième degré. Ça, c'est à l'intérieur des héritiers familiaux. Donc, si on reprend le schéma dans son ensemble, vous avez les 3 types d'héritiers. Le conjoint, il se trouve toujours en parallèle de la famille. D'accord. Et de l'autre côté, l'imam se trouve en parallèle de la famille et du conjoint également. Mais au niveau de l'héritage, comment ça va se passer? Lorsqu'il y a une personne qui décède, et si elle a un conjoint, d'accord, son conjoint va tout le temps hériter à côté de la famille. D'accord? Donc, le conjoint, lui, sa part sera ferme, il va toujours recevoir. Et de l'autre côté, la famille aussi va recevoir. Par contre, l'imam, il ne va pas recevoir tout le temps. Même dans la plupart des cas, il ne va rien recevoir. On voit ça au fur et à mesure. Alors, donc, premier cas de figure, on a le défunt, il laisse un conjoint, donc le conjoint, il va toujours hériter. Et dans les prochaines diapos, dans la seconde partie du cours d'aujourd'hui, on dira quelle est la part du conjoint. D'accord? Cette part va changer en fonction de différents cas, si c'est une femme ou si c'est un homme. Donc, dans ce cas de figure, nous avons des héritiers du premier degré qui sont vivants. À ce moment-là, le second degré et le troisième degré, il ne va jamais hériter et l'imam non plus. Donc, ils ont disparu de l'écran. D'accord? Donc, à partir du moment où on va trouver ne serait-ce qu'un seul membre du premier degré, alors à aucun moment, un membre du second degré ou du troisième degré va hériter. On avance. Donc, deuxième cas de figure, aucun membre du premier degré n'est vivant. Le défunt laisse un conjoint, le conjoint, il va toujours hériter, comme on l'a dit. Mais ici, on va passer donc au second degré parce qu'il n'y a aucun membre du premier degré qui est vivant. Et automatiquement, aucun membre du troisième degré, ni l'imam, hériteront ou héritera d'une part de l'héritage. On avance. Autre cas de figure, maintenant, on n'a plus aucun membre du premier degré, ni du second degré qui est vivant. À ce moment-là, ça va être le troisième degré, un ou certains membres du troisième degré vont se partager le reste de la part du défunt après avoir défalqué la part du conjoint. Donc, puisque un des membres du premier degré est vivant, l'imam toujours n'héritera rien. Dernier cas de figure, maintenant on n'a plus personne, aucun membre de la famille, ni du premier, ni du deuxième, ni du troisième degré qui est vivant. Le conjoint est vivant, d'accord? Donc l'imam héritera. Mais cela n'est pas vrai dans tous les cas. Si c'est une épouse, si le conjoint est une femme, c'est l'épouse donc du défunt, à ce moment-là, l'imam héritera toute la part de la famille. Par contre, si le défunt est une femme et le conjoint, donc c'est son époux,
À ce moment-là, l'imam n'héritera rien et l'époux récupérera la part de la famille. Donc ici, je vous ai donné un détail. Je ne veux pas que vous encombrez l'esprit avec les détails, mais c'est pour dire que voilà, j'essaye de faciliter la compréhension et de ne pas rentrer dans les détails de la loi. Et donc, il ne faut pas prendre tout cela comme une facilité absolue. Non, pas du tout. Mais le but, c'est de comprendre le mécanisme. On avance. Ici, on va rentrer dans la priorité entre les membres d'un même degré familial, comme vous pouvez le lire dans le sous-titre de la diapositive. Donc, le défunt, il est parti, il a laissé un conjoint. Le conjoint prend sa part, comme on l'a dit. À l'intérieur du premier degré, nous aurons différents cas de figure. Vous avez vu comment j'ai placé les parents et les enfants. Ils sont en parallèle. Donc, les deux mériteront d'une certaine part ou hériteront d'une certaine part. Donc, si le père et la mère ou un des deux parents est vivant, donc ils hériteront ou il héritera. Et de l'autre côté, les enfants qui sont vivants, à ce moment-là, ils vont se partager les parts restantes du défunt après avoir défalqué la part du conjoint. Donc, au départ, on enlève la part du conjoint. Le reste, on le partage entre parents et enfants vivants. Autre cas de figure, toujours dans le premier degré, admettons qu'il n'y ait plus de parents vivants. Les deux parents sont morts, il n'y a que les enfants. À ce moment-là, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants n'hériteront rien. C'est les enfants qui se partageront le reste de l'héritage. D'accord? Donc, vous avez remarqué qu'il y a priorité entre les différents membres d'un même degré familial. Si les parents sont vivants, les enfants sont décédés, à ce moment-là, les parents vont hériter d'une part et les petits-enfants vont hériter d'une autre part, mais à condition que tous les enfants du défunt soient disparus, d'accord, et qu'ils soient décédés. Donc, une fois que cette génération, toute la génération soit décédée, ensuite viendra le tour des petits-enfants. Encore un autre cas de figure, donc c'est pour bien assimiler cette priorité entre les membres d'un même degré. Les parents sont vivants, les enfants, tous les enfants sont décédés, les petits-enfants sont décédés, il ne reste que les arrière-petits-enfants. À ce moment-là, ils prendront la place de leurs ascendants et hériteront de l'héritage restant après avoir défalqué la part du conjoint. Donc là, j'espère que vous avez bien assimilé. Au départ, il y a priorité entre les différents degrés des membres de la famille. Premier degré prioritaire sur le second prioritaire sur le troisième. Ensuite, lorsqu'on rentre dans le premier degré, il y a priorité entre les différents membres. Les parents se trouvent en parallèle des enfants. Si tous les enfants sont décédés, viendra le tour des petits-enfants et ainsi de suite. Et ça se passe exactement pareil dans les autres degrés. D'accord? Donc, admettons que les membres du premier degré soient tous disparus. Si on rentre dans les détails du deuxième degré, donc on a les grands-parents qui se trouvent en parallèle des frères et sœurs. Donc, chacun de ces membres, grand-père, grand-mère, frères, sœurs, hériteront. Autre cas de figure, si on a les grands-parents qui sont vivants, mais les frangins et les sœurs qui sont décédés, à ce moment-là, les neveux et les nièces prendront la place des frères et des sœurs. Il faut bien entendu que tous les frères et toutes les sœurs soient disparus et disparus. Donc voilà on va dire, mécanisme de priorité entre les différents membres d'un même degré familial. On va maintenant passer à un arbre généalogique. C'est exactement on va dire, j'ai envie de répéter quelque part ce que je viens de dire, mais d'une autre façon, d'une autre image. Si on prend un défunt, prenons un défunt, et on fabrique son arbre généalogique, donc il a un père, il a une mère, en général une sœur ou des sœurs, un frère ou des frères, un conjoint,
des enfants. Ici, voilà, j'ai pris l'exemple de 3 enfants. Il a des nièces, des neveux. D'accord? Donc, ça commence à faire beaucoup, vous voyez. Petit-fils. Donc, chaque enfant, ensuite, ils ont des enfants. Donc, ça fait pas mal de petits-enfants. On monte encore. Il y a des grands-parents, grand-père, grand-mère. On peut monter encore, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, par exemple. Grand-oncle paternel, grand-oncle maternel, tante paternelle, oncle maternel, etc. Là, vous voyez que ça commence à faire beaucoup, c'est pas fini. Et si on rajoute la tonne de cousins, à ce moment-là, on s'y perd. Et là, imaginez que vous ne savez pas comment fonctionne le mécanisme de l'héritage. La personne musulmane, elle veut vivre selon les principes musulmans, et voit et rencontre un défunt dans sa famille, une personne qui décède dans sa famille, et elle ne sait pas comment fonctionne le mécanisme du partage de l'héritage. Et si on rajoute une composante, la composante, c'est que le défunt était très riche. Chacun aura envie d'avoir une part dans l'héritage du défunt, n'est-ce pas? Donc là, avec des dizaines de membres de famille, imaginez que chacun ait envie d'avoir une part d'héritage, c'est compliqué à gérer. D'accord? Donc, au lieu de se disputer, le mieux est d'apprendre et de comprendre et de savoir quel est le droit de chacun. Et pour cela, il suffit de rajouter de la couleur. Avec de la couleur, bon, on voit que le conjoint, en orange, il aura une part privilégiée puisqu'il sera toujours présent dans l'héritage. Il aura sa part. Ensuite, en jaune, vous avez les membres du premier degré. Donc, on comprend que les frères et les sœurs n'ont rien à voir avec une part de l'héritage. D'accord? Ils peuvent être très proches du défunt. Ici, il ne s'agit pas d'une question de sentiment, une question d'émotion. Le défunt peut être très proche du grand-père ou de la grand-mère, peut-être qu'il est même plus proche du grand-père que de son père. Mais il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger l'amour, les émotions et les sentiments et les parts d'héritage. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, on vole et on usurpe le droit d'une personne. Donc, comme on l'a expliqué, il y a des priorités entre les membres de la famille et les membres du premier degré seront prioritaires pour se partager l'héritage. Les membres en bleu qui représentent ici les membres du second degré n'auront aucun droit. En termes de droit, hein, je parle en termes de droit, ils n'auront aucun droit dans l'héritage. Bien entendu, si les héritiers veulent bien donner de leur propre gré des biens du défunt à des membres de deuxième, troisième degré et des amis, tant qu'il y a consensus, tant qu'il y a consentement entre les héritiers, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, le but ici avec ce schéma, c'est de se dire qu'il ne faut pas se précipiter à demander une part, à partager une part, à mélanger émotion, sentiment et jurisprudence, et qu'il faut être vigilant, surtout lorsqu'il y a plusieurs membres de la famille qui existent. Il peut y avoir des dizaines, voire des centaines, et surtout que lorsque le défunt est riche, voire très riche. Avant de passer à la seconde partie, on va faire un petit exercice, d'accord? Donc, j'espère que vous avez assimilé cette partie et la priorité entre les différents degrés. Je vous transmets le lien de l'exercice dans le panel de conversation et donc veuillez remplir la feuille. La fiche, c'est un QCM, hein, donc vous n'avez rien à écrire. Et on va essayer de voir si vous avez assimilé les informations partagées durant nos cours. Donc, cliquez sur le lien. On vous envoie, Inch'Allah, par WhatsApp. Allez, 30 réponses sur 32 participants. Alors, on va voir les stats. Donc,
Donc, on voit que sur 4 points, nous avons 4 personnes qui ont tout réussi, 3 personnes qui ont 3 points sur 4, pardon, 13 personnes qui ont 3 points sur 4, 12 personnes qui ont 2 points sur 4, donc c'est, on va dire, la moyenne, et 2 personnes qui ont 1 sur 4. Très bien, donc, un couple travaille ensemble durant leur vie conjugale, ils acquièrent des biens acquis, ou qui est le propriétaire des biens, donc c'était la réponse 4. Et oui, il faudra se mettre d'accord pour déterminer qui sera ou qui seront les propriétaires de ces biens. Donc, c'est à l'intérieur du couple qu'il faudra discuter. Est-ce qu'ils vont fonctionner selon leur contrat de mariage civil, la communauté de biens, ou selon l'autre contrat, la séparation des biens, et même à l'intérieur des deux principaux types de contrats, il peut y avoir différentes clauses. Donc, il faudra bien déterminer qu'au niveau islamique, comment ils vont gérer chacun leur propriété. Que devons-nous déduire des biens du défunt avant de commencer le partage de l'héritage? Donc, les bonnes réponses étaient emprunt et dette et le khums. Le hajj de précaution, non, on n'a pas à le déduire de l'héritage. Le hajj obligatoire, oui, on doit le déduire. Et les prières à rattraper ou les adorations à rattraper, on ne doit pas les rattraper de l'héritage s'il n'y a pas de testament. D'accord? Ici, c'est dans le cas où il n'y a pas de testament et dans la question, on n'a pas dit qu'il y avait un testament. D'accord? Donc, on ne déduit pas de l'héritage. D'accord? Par contre, les héritiers, ils peuvent déduire les prières à rattraper, donc les obligations à rattraper ou le hajj de précaution, même s'il n'y a pas de testament, dans le tiers que le défunt a le droit de léguer. D'accord? Donc, c'était une question, on va dire, assez complexe, assez piège, puisqu'il manquait ici le terme testament. Par contre, si il avait laissé dans son testament qu'il fallait rattraper les prières et le hajj de précaution, à ce moment-là, oui, on aurait pu le défalquer avant le partage de l'héritage. D'accord? Donc, il fallait bien faire attention. Et oui, la question était difficile et c'est par les erreurs qu'on apprend, donc il n'y a pas de souci. Le but, c'est d'apprendre. Un défunt laisse derrière lui une mère, 2 sœurs, une épouse et 4 petits-enfants qui sont les héritiers. Donc, si vous avez bien assimilé les priorités, à ce moment-là, la bonne réponse, c'est la mère et l'épouse. Les sœurs qui font partie du 2e degré n'héritent pas et les 4 petits-enfants qui… alors, oui, pardon, donc les héritiers ici sont, c'est la mère, l'épouse et les 4 petits-enfants, d'accord? Parce que comme il n'y a pas d'enfants, les 4 petits-enfants prennent la place des enfants et sont donc héritiers. Bien. 4e question, un défunt laisse derrière lui une épouse, 4 enfants, 6 petits-enfants et 2 frères qui sont les héritiers. Donc déjà, les frères n'héritent pas parce qu'ils font partie du 2e degré et des membres du 1er degré sont vivants. Et comme les enfants sont vivants, donc les petits-enfants n'héritent pas. Donc, la réponse vraie était l'épouse et les 4 enfants. On continue. Donc, après avoir effectué cet exercice, on va passer à la seconde partie, la part des héritiers. Et oui, une fois qu'on a vu et compris les différents degrés successoraux ou les différents degrés des héritiers, la question qui se pose, quelle est la part de chaque héritier? Hein? C'est naturel, c'est ce qu'on veut savoir. Donc, premièrement, on va parler du conjoint, du mari, de l'époux ou de l'épouse. Et là, on a quelques notes. Premièrement, tel qu'on l'a dit précédemment dans une des diapos, la part du mari ou de l'épouse est retirée à la base de l'héritage, après avoir défalqué les dettes, les emprunts et les legs du testament, hein, comme on l'a expliqué hier.
avant de départager le reste au sein de la famille. Donc, la première part appartiendra au conjoint et le reste, on le partage entre les membres de la famille. Quelle est la part du mari? Alors, selon l'islam, la part du mari est la moitié de l'héritage, 50%, donc, dans le cas où la femme n'a aucun enfant ni petits-enfants. Et par contre, si la femme a un enfant ou un petit-enfant, même d'un autre mariage, à ce moment-là, la part du mari sera d'un quart, c'est-à-dire 25%. OK? La part de l'épouse. Donc, si le mari n'a aucun enfant ni petit-enfant, donc ni de descendance, alors la part de l'épouse sera du quart, c'est-à-dire 25%. Et dans le cas où le mari aura un enfant ou petit-enfant ou une descendance, à ce niveau-là, donc la part de l'épouse sera de 1/8, 12,50%. Je le précise, s'il y a plusieurs épouses selon l'islam, à ce moment-là, chaque épouse se partagera à parts égales. C'est un cas rare, hein, mais ça peut exister. Dans notre société, en général, on n'a qu'une seule épouse, mais admettons que le défunt a plusieurs épouses. À ce moment-là, si le défunt a des enfants, à ce moment-là, dans ce cas-là, pardon, les femmes se partageront à part égale le 8e. Les 12,50% seront partagés à part égale entre les différentes femmes. Par contre, la femme n'a aucun droit, ni en nature, ni en valeur sur les terrains. D'accord? Donc, elle n'hérite pas des terrains. En revanche, elle hérite sur la valeur des constructions, des bâtiments, des jardins, au niveau de la valeur. D'accord? Elle n'a pas de droit sur la nature de ses biens. Donc, elle n'a pas le droit d'avoir une part du bâtiment, une part de la maison, une part de l'appartement. Les héritiers doivent lui rétrocéder la valeur de sa part. D'accord? Donc, admettons que le défunt laisse une maison, le terrain, elle n'a aucun droit sur le terrain. Par contre, sur la valeur de la maison, elle aura droit à soit 25%, soit 12,50% en fonction des cas. Et donc, les héritiers familiaux devront lui donner 25% de la valeur du bâtiment, de l'appartement ou de la maison. Et si les autres héritiers l'obligent à prendre ses biens en nature, à ce moment-là, elle devra accepter et s'associer avec les autres héritiers sur la nature de ses biens immobiliers. Donc voilà, on va dire, les principaux points concernant la part du conjoint, que ce soit du mari ou de l'épouse. On avance maintenant et on va se poser la question, quelle est la part de chaque membre du premier degré familial? Entre père, mère, enfant, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous donner les différents cas. Il y a des dizaines de cas de figure qui se présentent en fonction de la présence et l'absence des membres. On le citera tout à l'heure. Chaque héritier mérite donc une part déterminée par le Coran et la Sunna. Vous avez toujours entendu parler que la part du garçon est toujours le double de la fille ou la part de la fille est la moitié de la part du garçon. Mais cela n'est pas toujours vrai. C'est une règle, c'est un principe certes coranique, on retrouve un verset clair là-dessus, mais cette règle dispose de plusieurs cas d'exception. Mais alors là, plusieurs cas d'exception. Souvent, on retrouve la mère qui a exactement la même part que le père. Et souvent, la fille, ou la petite fille, ou une fille peut avoir le double de la part du garçon. Donc, on se retrouve dans le cas contraire. Donc, chaque cas, on va dire, présente une situation où les parts vont différer.
et diverger et seront différents. Donc, il faut évaluer la part de chacun selon les situations. Par exemple, si le défunt laisse une petite fille de son fils décédé et un petit garçon de sa fille décédée. Donc là, on voit que le défunt n'a aucun enfant, mais il a des petits-enfants. Dans ce cas-là, la petite fille prendra la part de son père, qui était le fils du défunt. Et le petit garçon prendra la part de sa mère, qui était la fille du défunt. Et donc, dans ce cas, la fille aura le double de la part du garçon. Donc, vous voyez que la règle de la fille qui prend la moitié de la part du garçon n'est pas totalement vraie. Il y a plusieurs cas d'exception et même des dizaines de cas d'exception. Et dans certains cas, donc, le garçon hérite la même part que la fille. Donc, il faut bien, on va dire, assimiler ce point-là et ne pas appliquer la règle bêtement dans tous les cas de figure. Un autre point, donc ici aussi, si on prend, admettons qu'il n'y ait plus d'héritier du premier degré, hein, et qu'on doit partager l'héritage entre les membres du deuxième degré familial, là aussi, on a des dizaines et des dizaines de cas de figure en fonction de la présence et de l'absence de certains membres. Et donc, chaque membre aura une part déterminée selon la jurisprudence qui nous est issue de l'étude du Coran et de la Sunna. Et c'est exactement pareil si aucun membre du premier degré ni du second degré n'existe, ben, il faut voir les différents cas de figure entre les membres du troisième degré familial. Et donc là aussi, on a des dizaines de cas de figure. Et c'est impossible de vous donner ces cas, à moins de recenser les centaines et les centaines de cas, et cela existe. J'avais vu un document, un livre de 2 tomes, très épais, qui recensait des centaines, voire des milliers de cas de figure et qui déterminait la part de chaque membre de la famille. Je vais vous donner un exemple rapide. Admettons, on prend le cas où le défunt laisse ses 2 parents, son époux, son conjoint et les enfants comme héritiers. Donc, premier cas de figure, il laisse un père, une mère, un conjoint et un garçon. Deuxième cas de figure, père, mère, conjoint, une fille. Troisième cas de figure, père, mère, conjoint, un garçon, une fille. Et dans chaque cas, finalement, la part de chaque membre va changer. Le pourcentage va changer. 2 garçons, une fille, 3 garçons, une fille, 4 garçons, une fille, 2 filles, 2 garçons, 2 filles, 3 garçons, et automatiquement, on aura des dizaines et des dizaines, même des milliers de cas de figure. Et en vous exposant cela, finalement, je ne vous donne pas une réponse concrète. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vous incite à consulter un spécialiste de l'héritage islamique, quelqu'un qui soit compétent dans ce domaine, pour vous aider à déterminer les parts de chaque héritier lorsqu'il y a une personne qui décède dans votre famille. Moi, je vous conseille vivement de consulter un spécialiste, quelqu'un qui soit compétent, pour que vous soyez sûr d'avoir respecté la jurisprudence islamique dans le cas où il n'y a pas consentement entre les héritiers. La meilleure des solutions, je le répète et je le répéterai toujours, la meilleure des solutions est l'éducation, d'arriver à un certain consentement entre les membres héritiers, entre les enfants et petits-enfants, et de ne pas rentrer dans des discussions de jurisprudence qui sont crues, qui sont nettes. Et donc, le fait qu'il y a consentement, qu'il y a accord, qu'il y a compréhension entre les différents membres de la famille, cela facilite le partage de l'héritage. Par contre, à partir du moment où on aura une seule personne qui ne sera pas d'accord, à ce moment-là, on sera obligé de passer par la jurisprudence. Et là, le mieux, c'est de passer par un spécialiste pour ne pas se perdre dans les différents chiffres. On va prendre l'exemple du père, du défunt qui laisse un père, une mère, un conjoint, 2 garçons et 2 filles, et une fille, pardon. C'est l'exemple qu'on avait vu hier lors du testament. Vous vous souvenez? Alors, la personne avait laissé donc une épouse. Dans ce cas de figure, lorsqu'on se réfère à la jurisprudence,
En dehors des terrains, l'épouse aura droit, donc je le précise, en dehors des terrains, l'épouse aura droit à 12,50% de l'héritage. Le père aura droit à 14,5833%, donc ici, ce n'est pas un chiffre entier. Dans le diagramme, dans le schéma camembert, on a arrondi les chiffres, hein, mais les chiffres exacts sont sur la gauche. La mère aura droit à exactement la même part que le père, 14,5833. Le premier garçon aura droit à 23,33. Le second garçon, il aura droit à la même part. Et donc, la fille aura droit à la moitié de leur part, soit 11,67%. Et donc, là, vous voyez comment se répartit la part de chacun en fonction de la jurisprudence islamique. Il y a une petite note qui est nécessaire. L'aîné des garçons vivants hérite de certains biens spécifiques du père décédé. Il va hériter de son Coran, il va hériter de son épée, il va hériter de sa bague qu'il portait, et il va hériter de ses habits qu'il portait, les habits de son corps donc qu'il portait dans la vie de tous les jours. Donc, ces affaires personnelles du défunt, du père, sera l'héritage spécifique du garçon et aucun autre héritier, du garçon aîné, pardon, et aucun autre héritier aura ce droit. Donc, cela nécessite d'être précisé. Bien entendu, vous avez compris que dans ces cours, on ne souhaitait pas rentrer dans tous les détails jurisprudentiels. Ce n'est pas possible. Cela demande une série d'une cinquantaine de cours et on évite de le faire parce qu'il n'y a pas nécessité à ce que le public sache tous les détails de jurisprudence concernant l'héritage islamique. Donc, on va conclure avec ce schéma. Et Inch'Allah, demain, on va passer à l'exemple pratique. On va appliquer ces pourcentages avec l'exemple qu'on a pris hier. Et on va essayer de faire les calculs selon les données qu'on avait partagées hier sur l'exemple pratique. On aura des exercices et on va terminer avec des conseils pratiques, Inch'Allah. Le livre qui vous a été transmis, si vous avez le temps, essayez de le feuilleter, de jeter un coup d'œil. Peut-être que vous trouverez des informations intéressantes. Je vous demanderai aussi jusqu'à demain de terminer la rédaction de votre testament, au moins dans les grandes lignes. D'accord ? Si on aura, on va dire, réussi à écrire les grandes lignes du testament, ça va être au moins un des objectifs qui aura été atteint et qui aura été fixé donc pour ces cours. On va passer maintenant à la séance de questions-réponses. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.